Vu d'un train ou d'une route, toutes les vaches sont blanches ou noires, tous les porcs sont roses. Dans les troupeaux, les animaux se ressemblent, du nord au sud de la France. Cette image est récente. Il y a quelques décennies seulement, plus de 30 espèces de vaches peuplaient la France. Des grises, des rouges, des petites, d'autres avec le poil long. Certaines ont définitivement disparu, comme la massanaise, la durham, la marchoise. Les troupeaux uniformes d'aujourd'hui sont le résultat d'un formidable progrès de la génétique. En 30 ans, par croisement et sélection, les chercheurs ont créé de véritables usines à lait ou à viande, très performantes. Depuis, côté vache par exemple, 2 races, la Primolstein pour le lait et le Charolais pour la viande, s'imposent, écrasant le marché avec 70% du cheptel. Que sont les autres races devenues ? Annie Codiot travaille depuis 23 ans sur ces animaux menacés. Dès sa sortie de l'école supérieure d'agriculture de Purpan, près de Toulouse, elle se lance dans cette activité de protection et en fait un engagement personnel. Cette passion pour les races anciennes m'est venue à l'occasion d'une rencontre avec un animal à la fois original et passionnant, le Boisdet du Poitou, alors qu'il était en train de disparaître. Je ressemble un peu quelque part au Baudet, je suis vendéenne et je suis très têtue, donc en fait mon itinéraire professionnel a toujours été guidé depuis cette prise de conscience. Il faut conserver, mais il faut conserver pour valoriser. Dans une ferme, il y avait beaucoup d'animaux de races différentes. Dans un élevage industriel, il n'y a plus qu'une seule espèce, élevée désormais pour son lait ou pour sa viande. Une 60aine de races sont aujourd'hui en France considérées en péril. Auparavant, ces races étaient plus liées à une économie rurale de subsistance. Donc c'était des animaux qui servaient à de multiples fonctions, à la fois le travail, le lait et la viande pour nourrir les communautés rurales. À partir des années 50, le besoin, il est celui d'une autonomie au niveau alimentaire. Donc de ce fait-là, un certain nombre de programmes d'amélioration génétique ont été mis en place pour obtenir un matériel animal de plus en plus performant et parallèlement, un certain nombre de races locales ont été laissées pour compte. Hey, toi. Destinés à n'être plus que des produits de marché, les animaux sont modelés par les chercheurs, ils s'homogénéisent. Ils doivent s'adapter aux critères de la distribution. Les marchés de France aux 1000 vaches et aux 1000 fromages commencent à ressembler au grand corral américain alimentant les chaînes à hamburgers. Ah, stop. Suivez les autres. Adieu veaux, vaches, cochons, couvées. Dans les élevages industriels, on recherche la productivité. Alors qu'une poule sauvage ne pond qu'une dizaine d'œufs, sa cousine domestique peut pondre jusqu'à 400 œufs par an. Certaines espèces perdent la couleur sauvage de leurs ancêtres. À la lumière des lampes, on bouleverse même le rythme des naissances. Mais regardons-y d'un peu plus près. À un œil attentif, nos étables, nos écuries et nos poulaillers révèlent une belle diversité, unique en Europe, née de l'histoire, de la géographie ou du bout de chemin qu'on fait ensemble, hommes et animaux. L'inventaire du patrimoine, lancé en 1992, révélera plus d'une trentaine de races bovines, une dizaine de races porcines, une vingtaine de races chevalines. Il y a encore des villages de France comme Aire-sur-Adour dans le Gers, où l'on vit au rythme des saisons, proche des animaux, où les cargaisons de poussins ou d'oisillons vendus par les firmes mondiales n'ont pas encore pénétré. Je suis né ici, dans cette maison même, et
J'ai toujours vécu sur l'exploitation de tout gamin. J'ai vu passer de la ferme traditionnelle, presque moyenâgeuse, à la ferme moderne d'aujourd'hui, qui existe maintenant, les grandes fermes modèles. André Jourdan vit dans le Gers. Il n'aime pas ces troupeaux industriels uniformes et a hérité de son père l'âme d'un collectionneur. J'ai eu des poules Brahma, j'ai monté la collection de toutes les couleurs. Il y a des canards Barbarie, il y a toutes les couleurs reconnues et même non reconnues. C'est vrai que j'ai une passion de collectionneur, mais de collectionneur de choses vivantes. Et il n'y a que le petit dernier qui, lui, a hérité, comme disait mon père, de mon vice, de l'amour pour les bêtes en général, pour la volaille en particulier. Le rouge risque de partir. Normalement, il doit devenir argenté. C'est normal, ils ont toujours du rouge sur les ailes comme ça. Il n'y a pas un coucou? Le coucou, je l'ai vendu. Qui? Madame, non. Ah, vous, il y en a assez. Spontanément et par passion, les Jourdan père et fils ont mis en place un conservatoire qui recèle une très belle collection de 300 poules, la plupart menacées de disparition. La pourponaise, la barbute en vert, la coucou de France, la Brahma Columbia, la Gauloise dorée, la lantaise noire, la Nakazaki. Viens là. Ça, c'est ma poule préférée. Elle a 3 ans. C'est une Parpetucle millefleur. Et c'est la plus vieille de toute sa race. T'as vu tes parents, Coco? Hein? Oui. Voilà les merlerots. C'est une race vraiment rare. On a recréé avec mon papa, avec des poules noires et un coq huppé, sans crête, et ça nous a fait ça. Voilà leurs cousines, les pavilles. Elles ont la crête simple. Elles ont soit des plumes aux pattes, soit du toré. Mais là, elles n'ont pas de plumes aux pattes et ni de toré. Elles sont comme il le faut. On l'a fait avec la merlerots. Elles sont un peu sœurs. Et elles sont aussi rares. On n'a plus que le père de celle-là, parce que la mère, elle est morte de vieillesse. Et le coq, je te l'interdis, il est toujours vivant. Mais il n'est pas bon, parce au lieu d'avoir les crêtes en V, il en a un peu qui repousse là. Alors... Ce genre d'initiative amateur est précieuse pour les scientifiques. Ils retrouvent là une banque de gènes vivante, des races qui se sont adaptées ou qui sont le résultat du travail de sélection des collectionneurs, qui s'attachent à un changement de couleur ou qui s'amusent à faire des croisements et à recréer des races au sein de la même espèce. Dans les années 75, on se rend compte donc qu'il était urgent d'intervenir pour sauvegarder ce patrimoine en danger. Il y a effectivement des races animales qui avaient disparu et dont on n'a pas pu retrouver la trace. Par exemple, la race bovine du mézinc. En Touraine, c'est une poule noire, la Géline, appréciée localement par les fins gourmets, qui a pu être sauvée au dernier moment. Il est peut-être important de rappeler ce qui fait l'originalité d'une race animale et pourquoi on cherche à les conserver sur le long terme. C'est parce qu'en fait, une race animale recèle des gènes et des combinaisons génétiques qui, par exemple, correspondent d'une certaine manière à la couleur du pelage, à des critères de morphologie, à des aptitudes laitières, et que donc, si elles disparaissent, nous perdons des possibilités d'adaptation à un avenir incertain. Cette volaille, dans les années 1920, était en nombre assez important dans le département, 750 000 d'après les archives, et surtout une volaille de qualité exceptionnelle.
dans les années 1900, Jean-Baptiste Martin a voulu donc redonner ses lettres de noblesse un petit peu à cette poule noire. Il a fallu lui donner un nom. En fait, elle était baptisée Géline de Touraine à l'époque et un standard a été établi en 1913. Au fil des ans et la guerre venant, cette Géline de Touraine a disparu au profit de souches à croissance plus rapide. C'est donc à ce moment-là que quelques éleveurs ont malgré tout conservé quelques sujets dans quelques fermes. Et puis en fait, le déclin s'en est suivi malgré tout pour voir renaître cette Géline de Touraine dans les années 1980. Et c'est une anecdote un peu amusante. Cette Géline de Touraine a été récupérée en fait chez un boulanger. On découvre qu'une vieille femme possède encore des gélines conformes aux standards de la race. Elle est la seule dans la région. Depuis des années, elle réserve ses œufs au boulanger du village, mais refuse tout net d'en céder aux scientifiques. C'est le boulanger complice qui remettra 2 douzaines des précieux œufs à Maurice Brault. Quelques mois plus tard, 24 gélines, dont 8 coqs, voient le jour. La nouvelle souche est sauvée, la géline peut renaître. On récupère donc ces œufs qui ont servi donc au redépart, si on peut dire, au redémarrage d'une production suivie dans les années 80-90 en quelque sorte. Vous avez récupéré beaucoup d'œufs, non, au niveau de cette personne, non? C'est quand même 350 œufs qu'on avait mis à incuber. 350 œufs qu'il fallait retourner le matin avant de prendre le train pour aller travailler à Tours, car à l'époque j'étais aviculteur amateur. 350 œufs le matin, à retourner un par un. Alors ici, la première éclosion le 11 avril 1987, donc 200 gélines de Touraine, des poussins comme on les voit maintenant, des poussins noirs et blancs, des poussins en très bonne santé. Les premiers piaillements, effectivement, on s'est dit, ça y est, il y a de la vie dans les œufs. C'était quelque chose d'assez émouvant. Pouvoir regrouper quand même autant d'œufs pour redémarrer quelque chose. Vous êtes sur le site de la station de recherche avicole à l'INRA de Nouzilly. C'est la station de recherche avicole qui a accueilli les troupeaux de gélines depuis 1996. Les éleveurs qui ont de la géline de Touraine actuellement n'ont que les poussins pour faire de la chair, enfin du poulet de chair. Tous les reproducteurs sont chez nous et ça demande une grande technicité puisque faire de l'insémination artificielle, un mâle avec une femelle, il faut des gens compétents qui ont l'habitude de faire ce travail. Effectivement, à l'origine de la souche, quand la souche a été créée, on travaillait d'une façon un petit peu plus artisanale, c'est-à-dire qu'on choisissait un coq et on le mettait avec une dizaine de poules. Les progrès de la sélection étaient beaucoup moins rapides puisqu'on avait un seul mâle pour une dizaine de femelles. Actuellement, on a un mâle avec 3 femelles. On a une pression de sélection beaucoup plus forte. Je pense qu'on va arriver dans les 2 ou 3 années à venir à arriver à avoir un produit vraiment parfait. Les éleveurs récupèrent les poussins à la naissance un jour. Le jour de l'éclosion, ils partent chez les éleveurs. On ne donne que les femelles. Les coqs sont éliminés. Ce sont des animaux qui n'ont pas suffisamment de viande sur le bréchet. Donc la géline, c'est une femelle, donc on ne vend que de la femelle. La géline est sauvée, mais les mâles restent entre les mains de la recherche, dont l'objectif est de constituer une race pure qui échappe aux accidents de croisement dont elle pourrait être victime si elle restait dans les poulaillers des éleveurs. Certains aviculteurs conservent quelques coqs, mais clandestins. Ils ont accepté par contrat ce que leur offre l'INRA. En échange d'une race aux critères protégés, une vraie filière économique leur est réservée, protégée par un label. Mon rôle, c'est de surveiller qu'on respecte bien les normes du cahier des charges Label Rouge. Parce que normalement, on espère bien obtenir l'agrément Label Rouge en fin d'année. Ça va surtout permettre que des volailles noires n'utilisent pas ce nom-là, sans être de cette race-là. Les réels éleveurs impliqués dans la filière, on peut compter une dizaine aujourd'hui. Donc à l'heure actuelle, on installe 4 à 5 élevages par an. Et on souhaite que
Je pense que le volume va continuer à augmenter régulièrement comme ça. La Géline constitue donc à nouveau un beau troupeau homogène. La recherche reste garante de l'état sanitaire de la race, suit la généalogie des animaux pour éviter les problèmes de consanguinité, car une race très sélectionnée devient aussi fragile que le sont les athlètes. Le fait de sélectionner certaines races sur un ou deux critères fait que parallèlement, on arrive à fragiliser un certain nombre d'animaux. Plus la génétique a progressé, plus on a découvert que l'uniformisation était un handicap. Fonder une économie sur 2 ou 3 espèces, c'est une catastrophe. Il suffit de regarder ce qui se passe avec la peste porcine ou la vache folle, une bête malade, et il faut détruire l'ensemble du troupeau. Une épidémie qui arrive sur une race, elle peut effectivement aboutir à un moment donné à l'extinction complète de cette race. D'où l'intérêt d'avoir différentes cordes à son arc pour pouvoir, le moment venu, faire face à tel ou tel effectivement, besoin alimentaire ou épidémie. C'est des vitamines que je leur donne. Des vitamines AD3E. Ils ont 4 jours. Ce sont surtout les bovins, les porcs et les volailles qui vont être touchés par cette vague d'uniformisation. Le nouveau type d'élevage correspond à une nourriture de plus en plus standardisée. Même les races locales françaises, produisant des charcuteries fermières réputées, comme le jambon de Bayonne, disparaissent. Au travers de la diversité de ces races, on a failli perdre aussi une diversité des produits. Un certain nombre de races locales de porcs font actuellement la preuve de caractéristiques intéressantes pour le consommateur. On peut parler par exemple du porc gascon, du porc basque et du porc corse qui sont en train de mettre en place des produits de charcuterie haut de gamme liés à la fois à l'animal et aux conditions d'élevage spécifiques. Il est excellent parce qu'il a une couleur bien rouge. Il a un petit goût piquant du poivre. C'est ce qui donne un peu de parfum, bien sûr. Avec un peu de blanc, il faut goûter le gras. C'est pas le blanc qu'on dit, c'est le gras. C'est le meilleur. Il ne reste plus que 5 races rustiques en France maintenant. Il y a le Limousin, qui est noir et blanc un peu comme le porc basque. Tu as le blanc de l'Ouest qui est en Bretagne. Tu as le Bayeux qui est près du Calvados, par là. Et ensuite tu as le Gascon qui lui est tout noir. Et le porc basque qui est du noir et blanc. Et ce porc basque on le trouvait uniquement en Pyrénées-Atlantiques et Hautes-Pyrénées. Porc rustique, porc de montagne. Ils sont de toute façon conformés pour la montagne. Ils ont les pieds à 10h10, les pieds plats. Enfin vraiment ils ont tout pour... Ils sont vraiment faits pour ça, les rustiques. Alors qu'au début du siècle, il y avait 20 races françaises et qu'il n'en reste plus que 5. Les autres, les porcs roses qu'on voit, c'est pas des races françaises, c'est des races anglo-saxonnes, des races modernes. On parle de races que chez les animaux qui sont élevés et pas chez les animaux sauvages. Parce que s'il y a une race, c'est qu'il y a eu des hommes avant pour faire évoluer depuis un animal sauvage et le définir comme il est aujourd'hui. Et donc une race, c'est pas quelque chose de fixe et de mort, mais c'est quelque chose qui est dynamique et qui vit avec, qui évolue en fonction de ce que les hommes souhaitent en faire. À l'échelle de l'histoire humaine, les races se sont diversifiées. Ainsi, les porcs, d'abord sauvages et proches des sangliers, vivaient dans la forêt et se nourrissaient de glands. Puis ils se sont rapprochés des hommes et se nourrissaient de leurs déchets. Robustes en montagne et gras pour résister au froid. Longtemps, la vallée des Aldudes, coincée entre Roncevaux et le Pays basque,
a vécu de l'argent de l'immigration de ses enfants aux États-Unis. Puis les temps ont changé et la vallée s'est installée dans un long déclin. Même le port basque, réputé pour ses longs jambons, s'est éteint doucement. C'est Pierre Oteza qui va donner un coup de pouce au destin. Dans la capitale, l'attendait la rencontre qui allait changer sa vie et celle de la vallée. Personnellement, je l'ai découvert au Salon de l'Agriculture. C'était en 89. Je suis descendu faire un petit tour voir les animaux. Et c'est là où j'ai découvert le port basque, qui avait pratiquement disparu, puisqu'en 89, il restait 25 bêtes. Il n'existait plus que par des zoos, des parcs animaliers. Le jour où on l'a ramené à son berceau, tous les anciens qui avaient plus de 60 ans, on leur a dit « Ah, c'est celui-là, le port, mais on le connaît ». Tous les anciens le connaissaient, alors que nous, il y a eu un décalage de 20 ans. Le port basque avait disparu de nos vallées, alors que les anciens n'avaient connu que celui-là, quoi. On a eu la chance que l'ITP, l'Institut technique du port, avait commencé à congeler des spermes de verra. Et aujourd'hui, c'est sûr que c'est grâce à eux qu'on a pu inséminer des truies par des verras qui étaient morts depuis 18 ans, par exemple. Ainsi, durant 18 ans, on a conservé en congélation la semence de ces porcs mâles. Et alors qu'ils étaient morts depuis longtemps, on a pu féconder des truies et leur redonner la caractéristique de la race disparue. Dans un premier temps, effectivement, ça a été une prise de conscience d'un certain nombre de généticiens qui se sont appuyés sur la conservation spontanée qui avait été organisée par les éleveurs. Un certain nombre de techniciens des instituts techniques, notamment l'Institut technique de l'élevage bovin à l'époque et l'Institut technique du porc, sont partis sur le terrain pour recenser les spécimens des différentes races qui étaient donc à inventorier. C'est un travail de longue haleine. Il faut d'abord aller rechercher dans des documents anciens, des archives, la description et les témoignages relatifs à ces races. Et ensuite, il faut partir sur le terrain pour interviewer les derniers détenteurs ou les personnes qui ont connu ces animaux-là. Et donc petit à petit, de bouche à oreille et de fil en aiguille, on arrive à reconstituer un réseau en allant chercher qui étaient les reproducteurs qui ont donné naissance à tel animal que vous avez dans votre champ. Et donc en fait, on retisse la toile d'une certaine manière et on arrive à un moment donné à donc faire l'inventaire des derniers animaux. Donc ça veut dire, il en reste, en principe, il en restait à cette époque-là très peu, moins d'une centaine de sujets par race. Si ces éleveurs n'avaient pas continué à conserver contre vents et marées ces différentes races animales, les chercheurs seraient arrivés trop tard. En France, l'inventaire des races a duré plus de 10 ans. Il n'est pas encore achevé. On redécouvre des coins de France, des zones perdues et isolées, des hommes aussi. André Guirand a 40 ans. Sa passion, il la met à retrouver le troupeau de chèvres de ses rêves d'enfant, le troupeau de son grand-père. Je me suis toujours senti en communion avec la nature et je sentais profondément que j'étais fait pour être éleveur. Et en plus, venant de là, quelque part, c'était perpétuer une tradition, disons, qui remonte à des siècles, quoi. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je me sens un peu responsable d'une continuité, quoi. En 10 ans, il va recréer un troupeau de chèvres de race Rove, dont le lait sert à fabriquer les célèbres brousses, un fromage que l'on vend frais à Marseille et dans la région. Même dans ce village du Rove, dont elle porte le nom,
Elles ont pratiquement disparu au profit des élevages spécialisés de chèvres laitières. Les chèvres du Rove ont moins de lait que les autres races. Bon, ce sont des chèvres rustiques, donc il faut un gros troupeau. Nous, on en a 135 actuellement, on ne les traite pas toutes parce qu'on a beaucoup de jeunes. Mais bon, je pense quand même qu'il est riche ce lait. Il est riche parce que bon, même quand tu rentres dans les collines, on peut retrouver divers arômes, quoi, de nos barriques, le romarin. C'est un lait de qualité, quoi. Les dernières chèvres du Rove manquent de s'éteindre. En 1979, l'effectif n'est plus que de 450 têtes sur tout le bassin méditerranéen. Elles étaient 150 000 quelques années plus tôt. Voilà Pompadour, peut-être la marquise du troupeau, qui est une chèvre de race donc, du Rove, et qui pour moi illustre, je dirais presque parfaitement, ce que peut être une très belle chèvre du Rove. C'est-à-dire une chèvre avec des cornes dites bouquines, c'est-à-dire des cornes qui partent serrées à la base du crâne, qui s'élèvent droite et qui tournent sur elles-mêmes. Un profil busqué, avec absence de pampille sous la gorge, ni de présence de barbiche. Elle a un poitrail assez large, avec de très bons aplombs, un dos qui paraît fort, des reins puissants, et des mamelles parfaitement équilibrées. Une association de défense de la race se constitue. Elle fixe les critères de la race pure, du standard. La chèvre modèle est celle que les bergers de la Crau utilisaient pour les grandes transhumances. Ces chèvres à la robe noire ou rouge et aux cornes en lyre. Le standard vise à définir une race sur des critères extérieurs. Et donc les races ont été créées sur la base de standards au siècle dernier. Un certain nombre de races en voie de disparition n'avaient pas de standard bien défini. Et justement, notre objectif n'est pas de mettre un standard a priori, mais de prendre en compte la majorité des critères qui correspondent à la population identifiée. C'est vrai que les bergers de Crau avaient tendance à sélectionner, venir au Rove, moi mon grand-père m'expliquait ça, venir chercher des chèvres à robe unie, c'est-à-dire noire ou rouge. André est un peu en désaccord avec ces critères, fixés par l'Association de défense de la race. Selon lui, ils sont trop limités. Les roves ne sont pas uniquement celles que choisissaient les bergers pour leur beauté. Il faut savoir qu'il y a plusieurs robes, et moi, dans mon troupeau, j'ai la chance d'avoir des couleurs, et reconstituer un troupeau avec des chèvres qui n'ont pas forcément des robes unies. Il y en a encore une. Ouais, il y en a encore une. Par rapport à celui-là, la différence. C'est pour ça qu'il a été plus difficile à sortir sur.
Martin, tu vas bien, mon frère? Ça va. Et toi? Ça marche? Forme? Alors, tu tombes bien, tu vois? Regarde. Oh, petit bout blanc, petit cendre. Il n'y en avait plus, bien bleuté. Je n'avais jamais vu comme ça. C'est un futur reproducteur. Je fonde beaucoup d'espoir sur ce petit mâle, qui a que 2 mois et demi, mais qui va quand même salir cette année, puisque à 5 mois et demi, un bouc est apte à la reproduction. Bon, il aura de belles cornes, puisqu'on voit bien qu'elle parte, elle commence à tourner légèrement, parce que bon, il est tout jeune. Hein. Alors il est tout petit, bon, il faut le séparer, parce que j'ai peur qu'il y ait une chèvre, disons, qui le tue. Vu que j'ai que celui-là, pour moi, il est précieux, quoi. Pour moi, et bien sûr pour le troupeau, puisque ce qui est intéressant dans un troupeau, c'est d'avoir plusieurs coloris. 23 février 1911. Là, on voit bien que les chèvres du Rove ne sont pas que unies, puisque tu vois, celle-là, les Mouraillettes, elle est tachée en tête. Et puis bon, on voit qu'il n'y a pas que des chèvres unies. Donc j'ai fait ce livre, j'ai voulu que les robes de nos chèvres du Rove au Rove ne soient pas reniées ni oubliées. Ne serait-ce que pour la mémoire de nos anciens. Que le soit sauvegardé, tu vois. C'était vraiment garder une mémoire, quelque chose qui a existé. Paris réussit. Aujourd'hui, son troupeau peuple à nouveau les collines. Et cette diversité n'est pas une simple question de couleur. Derrière l'aspect extérieur se cache souvent un caractère. Le parc naturel régional du Luberon, l'INRA, la Chambre d'agriculture, les communes encouragent les éleveurs. Dans ces zones facilement ravagées par le feu, la chèvre peut être un précieux auxiliaire d'entretien. Alors Patrick. Patrick Fabre est comme André, un passionné des chèvres et de la montagne. Un grand spécialiste de la transhumance. Il aide les éleveurs à s'accrocher à leur région. Dans les années 80, les parcs naturels régionaux ont joué un rôle très dynamique en liant le souci de conserver les races à l'intérêt pour eux de conserver le patrimoine biologique et culturel et de l'intégrer aux politiques de développement local. Là. Hop, c'est Patrick. Ouais. Bien, tu vas voir. Il y a une volonté de maintenir dans des zones difficiles des éleveurs, donc des métiers dans l'agriculture. Puisque la race, à la limite, il y a des savoir-faire, comme c'est vrai que savoir-faire pâturer une colline, c'est pas donné à tout le monde, et puis ça se transmet. On gère les parcours, en fait. Bon, si on veut avoir des glands à l'automne, il ne faut pas faire manger les jeunes pousses de chêne kermesse. Les chèvres vont manger les glands qui sont sur les arbres, sur les chênes kermesse, et puis même ceux qui tombent à même le sol, puisque bon, avec un peu de vent, lorsqu'ils sont mûrs, alors là c'est même rigolo, parce que vous avez les chèvres qui rentrent dans les broussailles, le nez par terre, un peu comme des chiens de chasse, et qui mangent les glands, et ils connaissent, hein, dès qu'ils voient des massifs de chênes kermesse, avec la petite coupole, vous savez, qui tiennent le fruit, ils comprennent que les glands sont tombés, quoi. Et là, ils les mangent par terre. Moi, je l'ai appris avec, disons, mon père, des souvenirs de mon grand-père. Une bonne partie, j'espère. Plus que toute autre espèce, les chevaux ont évolué selon les besoins. Lourds pour le travail du sol, robustes pour le transport des marchandises, rapides à la course, résistants à la guerre. En France, en une trentaine d'années, les effectifs de chevaux vont régresser de 85%. Accusés, la mécanisation, le tracteur, la voiture. Certaines races disparaissent complètement. D'autres ne comptent plus que 1000 juments. Le boulonnais et le nivernais sont rangés dans les populations en péril. Le percheron résiste pour des raisons économiques. C'est un peu les Américains qui ont lancé le percheron.
qui sont venus en 1830 et vers 1870, le marché commençait à prendre énormément. Quand les éleveurs du perche ont vu cette manne financière qui allait s'offrir à eux, ils se sont dit autant la préserver pour nous, moins on sera, mieux on se portera, moins on sera à partager le gâteau, plus les parts seront grandes. Et je pense qu'à cette époque, en 1883, quand on a ouvert le sud-bouc de la race percheronne, on a créé une zone perche qui s'étale en fait entre le Haras du Pin et Montdoubleau dans le Loir-et-Cher. Je dirais 60 km sur 60 km. À partir du moment où un cheval est répertorié sur le studbook, le livre généalogique, sa race a plus de chances d'être sauvé. D'abord parce qu'il est décrit avec précision et reconnaissable. Ainsi, le percheron est puissant, avec un gros poitrail, de belles épaules, une robe dans toutes les nuances de gris, du pommelé au blanc, plus rarement noir, très recherché. Un caractère docile et gentil. Ensuite, dès que l'animal est inscrit, sa race devient réputée. Et si, en plus, ses parents sont connus, ou ont été d'excellents reproducteurs, il peut valoir très cher. Petite région avec à peu près les mêmes critères de sol et de climat. Et où régnaient, c'est sûr, quelques très grandes familles, les Perriot, les Avelines, les Chapelle-Tachot, les Fardouet, les Chouinard, quelles grandes familles avec des grandes propriétés. Et généralement étalonniers, c'est surtout les étalons, les reproducteurs qu'on vendait, et ils ont dû gagner pas mal d'argent. Dans les années de gloire, si je reprends les derniers chiffres, je vais dire qu'on inscrivait 8000 poulains percherons par an, alors qu'aujourd'hui on en inscrit plus que 600. La Première Guerre mondiale, l'armée a pratiquement raflé tous les percherons, on a eu du mal à s'en remettre d'ailleurs. Il faut savoir que pendant 20 ans, on a fourni 20 000 chevaux pour les omnibus parisiens. C'est un cheval qu'on a exporté par dizaines de milliers dans le monde entier. Sauver une race de chevaux est difficile, car les derniers survivants peuvent être isolés. L'intervalle des générations est élevé, entre 5 et 6 ans, et la fertilité des juments faible. Mais la France avait la chance de posséder une vieille institution datant de Colbert, les haras nationaux, chargés de préserver les races chevalines. Les haras, ils ont passé 15 ans, c'était vraiment le creux de la vague. Alors les hommes étaient là, les chevaux étaient là, on n'a pas supprimé les hommes pour les mettre au chômage, on n'a pas supprimé les chevaux pour les mettre à l'abattoir. Et les haras ont accusé le premier coup, mais ça aurait été un privé, ça ne serait pas perpétué, hein, ça aurait été perdu parce qu'il aurait fallu arrêter. Et vu que c'était l'État qui en a tenu le coup, comme ça, sur le dos de tout le monde, quoi. Dans la longue période où les animaux de trait tombent dans l'oubli, les haras travaillent sur l'amélioration des pur-sangs. Mais depuis 10 ans, ils reprennent le travail de protection. Ils tiennent les livres généalogiques et mettent à la disposition des éleveurs de nombreux étalons. Depuis 1992, le ministère de l'Agriculture alloue même des aides financières et une cryobanque, c'est-à-dire une banque de gènes congelés, regroupe tous les gènes existants au niveau national. Ces programmes de conservation qui visent finalement à mettre en place de manière complémentaire 2 types de techniques. À un premier niveau, quand la technique est disponible, on congèle de la semence des mâles les plus représentatifs de la population pour conserver donc la génétique sur le long terme. Et à un deuxième niveau, on cherche à maintenir une population vivante sur le terrain. Cette population vivante est entretenue par des éleveurs pour éviter des risques qui sont liés à des effectifs limités, c'est-à-dire notamment la consanguinité. Nous mettons en place des programmes d'accouplement.
Pas question de donner aux juments pure race de René Mussier n'importe quel partenaire. Elles attendent encore l'étalon qui fait le tour des fermes en voiture. Allez, viens ma fille, viens. Allez, tape pas. Tu n'avais pas trop méchante, hein? On fait souffler les juments pour voir s'ils sont en chaleur. Et s'ils ne sont pas en chaleur, ils refusent. Vous avez vu qu'ils font la grimace fortement. Donc, c'est possible qu'ils soient pleins, mais c'est possible qu'ils redemandent nos 3 semaines. Ce qui fait la race aujourd'hui, c'est bien sûr des gens qui sont passionnés. Il y a bien sûr nos parents, nos grands-parents qui existent encore pour certains, qui nous ont transmis tout ce patrimoine. On ne les salit pas tous les jours, ceux-là. Ils sont pour les grandes fêtes. Quand c'est qu'on travaille à tous les jours dans la vigne ou dans les patates, on a des vieux harnais et ça, c'est un petit peu sacré. Malheureusement, on a loupé 10, 15, 20 années parce que tous les gens qui avaient ce savoir, malheureusement, aujourd'hui, ils sont plus là. Les maréchaux, bon, on arrive encore à les former, mais il nous manque les bourreliers. Et puis, il nous manque surtout les gens qui ont travaillé avec les chevaux, toute l'expérience, tous les petits trucs qui font que ça marche bien. Pourquoi il y a des gens, quand ils disent U, ça avance, et puis d'autres, quand ils disent U, ça avance pas. Moi qui suis novice, j'ai personne aujourd'hui, j'ai plus d'anciens pour me montrer le petit truc qui fait que ça va bien, le petit réglage du mort. Les morts, il y en a 15 modèles dans l'écurie à côté. Pour moi, un mort, c'est un mort, mais il y a 15 modèles différents, donc il y a certainement une raison. Et j'ai peur qu'on ait perdu quelques années, ce qui fait qu'il faudra un gros investissement pour reformer les chevaux, reformer les gens. C'est ce qui serait nécessaire, à mon avis. Passons le camion. Moi, je crois au retour du cheval percheron dans l'agriculture. Bien sûr, pas l'agriculture qui va nourrir le monde entier, pas l'agriculture industrielle. Je pense que cette agriculture-là aura toujours une place. Mais plutôt l'agriculture, occupation du territoire, produits de qualité, réinsertion de gens, retour de gens de la ville à la campagne, peut-être par l'amour du cheval. Je dirais qu'on suit un petit peu les États-Unis. On s'aperçoit qu'en ce moment, quand on lit les revues américaines, qu'il y a un retour du cheval dans l'agriculture pour des raisons culturelles, en fait, culturelles, puis un art de vivre. Allez, victoire! Ainsi, avec l'apparition des moteurs, les chevaux lourds ont failli disparaître. Mais aujourd'hui, le tourisme nature, l'exportation des reproducteurs, donnent un coup de projecteur sur ces races solides. Nos 9 races lourdes françaises représentent un patrimoine génétique unique au monde. Et le marché s'élargit. Oh, y'a la victoire, y'a! Mais bon, au bout! Yo! Hop là, oh! Nous sommes dans le Gers, à la frontière des Landes et de la région de Toulouse, au pays des oies et des canards, dans le triangle d'or du foie gras.
Certaines régions comme le Nord-Pas-de-Calais ou Midi-Pyrénées ont lancé des programmes ambitieux de conservation génétique. André Jourdan fait partie du Gascogne Club et il entretient plusieurs de ces troupeaux conservatoires qui servent de réservoir de gènes sur pattes. Aujourd'hui, Christian Raoust, son président, est venu lui rendre visite. On a aujourd'hui des éleveurs vraiment qui travaillent sur un type parfait, c'est-à-dire des éleveurs qui sélectionnent et qui répondent à des fiches avec des critères de ponte, des critères de fécondité, etc. On est environ une vingtaine d'éleveurs répertoriés qui acceptent de travailler selon ces critères-là et qui sont contraignants. Il y a deux types d'éleveurs. Il y a les éleveurs qui font ça d'un point de vue rentabilité, puis ensuite l'éleveur qui fait un conservatoire sur le phénotype, c'est-à-dire sur l'apparence extérieure de l'oie. Et effectivement, aujourd'hui, on est chez André Jourdan, qui historiquement est certainement celui qui a de tout temps développé l'oie de Toulouse dans ses deux variétés, qui a toujours gardé ses souches et ses origines. Puis je les garde aussi en tant que conservatoire, parce que je me suis rendu compte que l'oie de Toulouse sélectionnée par les gaveurs sélectionnent le foie. Uniquement. Après, ils ne font pas attention à la finesse de la tête, à la finesse du cou, à la forme du corps. Disons que s'il n'y a que eux, on va perdre un certain prototype de l'oie de Toulouse sans bavette. Et puisque c'est possible que des éleveurs comme moi fassent bien l'élève dans le type même du standard de la race, je garde un petit troupeau. C'est pas ma chérie c'est l'oie de Toulouse à bavette, mais je garde quand même un petit troupeau de c'est des troupeaux de cela. Qui sont indispensables. Maintenant, il ne faut jamais oublier, perdre de vue, que l'oie de Toulouse à bavette est quand même le prototype de la race. La rigueur dans l'élevage et la rigueur dans le suivi veut dire savoir exactement quelles sont les performances de ces animaux. Ce sont des performances qui sont au niveau de la ponte, au niveau de la fécondité et ensuite au niveau du vécu de ces animaux. Savoir s'ils sont susceptibles ou jeunes, au contraire s'ils continuent à vivre sans aucun problème. Dans un second temps, nous espérons aussi créer une banque de conservation du sperme qui nous permettrait de sperme congelé, comme ça se fait dans pas mal d'autres espèces. Aujourd'hui, cela est au point pour les volailles, cela est sur le point d'être réalisé parfaitement pour les palmipèdes, et nous espérons être les premiers à en profiter pour l'oie de Toulouse. L'intérêt de cette démarche sera, à côté de la vente d'oisons destinés à être engraissés pour faire du foie et pour faire de la viande, la vente également de reproducteurs sélectionnés, pas essentiellement alors là sur des bases qui toucheront la performance, mais aussi sur des bases qui toucheront la valeur esthétique du sujet. Alors là, tu vas voir le spécimen de croisement blanc, gris perle. J'ai un jarre, moi je l'aime bien parce que j'aime bien cette couleur. Il a la tête grise, tu vois, le dos gris, le reste blanc. Il a une bavette blanche. Moi je le trouve mignon, je le garde pour faire. Il fait toujours de l'oiseau. Plus on garde une palette large de races, plus on aura la possibilité de s'adapter à des besoins changeants. Je pense que nous sommes dans une phase complètement charnière. Les programmes de conservation qui ont été mis en place ces 20 dernières années ont prouvé la capacité des différentes races à se renouveler sur le terrain de manière dynamique, mais chez un certain type d'éleveurs conservateurs. Or, dans les 30 ans qui viennent, on ne peut pas mettre en avant l'hypothèse que ce type d'éleveur conservateur va lui-même se reproduire. Donc, en fait, de mon point de vue, la seule issue possible, c'est effectivement de redonner une certaine autonomie à ces races-là, d'un point de vue économique, pour faire en sorte que le transfert puisse se faire d'une génération d'éleveurs à la suivante.
Ma mère a toujours élevé des oies de Toulouse, mes grands-parents aussi, et c'était loi du pays, c'était loi que l'on gavait, que l'on vendait quelquefois au marché le mardi. C'était ces lois qui faisaient les confits pour toute la famille pour l'année. On les a toujours conservées. Allez. On ne les tue pas, ou alors vraiment, c'est vraiment des défauts, mais les belles meurent de vieillesse. Allez. Et puis, bon, vous les avez vus, c'est beau, non?